Le Spokon, contraction de Sopotsu Konjo, signifiant littéralement la ténacité du sport, est un genre très répandu dans le manga de sport. On retrouve d'ailleurs cette ténacité dans les shonen que l'on appelle habituellement neketsu, dominant littéralement le marché. Ce genre est de ce fait ancré dans le manga de nos jours. Il apparaît comme l'héritier des valeurs traditionnelles de combativité qui ont participé à l'édification du Japon. Ces mangas poussent le défi de ses propres limites, avec des récits d'initiation dans lesquels le héros essaie à tout prix de se surpasser. On peut remarquer de nombreux codes procédés scénaristiques ou graphiques, communs au Spokon, voire neketsu en général. Ces procédés utilisés sont les traces d'un héritage laissé par les anciens, notamment des œuvres des années 60-70, continuant à fasciner de nombreux lecteurs et inspirer de nombreux auteurs. Le talent du dessinateur de Chikai no Makyu et l'originalité du scénariste de Kyojin Nooshi vont être des principaux représentants du succès du Weekly Shonen Magazine au cours des années 60. Ces auteurs ont contribué à l'évolution du manga. C'est en 1968 que ces deux artistes ont signé leur collaboration et qui ont donné naissance au manga que nous allons vous présenter dès aujourd'hui. Un manga qui a laissé son empreinte dans le médium et qui a participé à la formation d'un genre. Ashita no Joe est un manga prépublié de janvier 1968 jusqu'en mai 1973 dans le Weekly Shonen Magazine, écrit par Ikki Kajiwara et dessiné par Tetsuya Chiba. Cette série contient un total de 20 volumes au Japon et contient 13 tomes en France chez Glénat. Le manga est connu en tant que pilier du shonen des années 60. Le but de cette vidéo est de comprendre en quoi cette œuvre a-t-elle été influente et d'expliquer les raisons de son succès. Mais avant de parler de l'œuvre en elle-même, quelques mots sur le scénariste, Ikki Kajiwara. Ikki Kajiwara, de son vrai nom Asaki Takamori, est né le 4 septembre 1936 à Ishiyama. Lors de sa vie active, il se fait déjà connaître pour ses nouvelles et ses romans. C'est durant les années 60 qu'il devient mangaka et se spécialise dans les mangas de sport et d'arts martiaux. L'actualité des années 50 et 60 au Japon est rythmée par les rencontres sportives. Les publications des mangas de sport deviennent de plus en plus fréquents et séduisent la jeunesse japonaise. Ces mangas montrent la beauté des compétitions sportives pacifiques, la persévérance et les récompenses que constitue la victoire. Les mangas de l'auteur se démarquent des autres mangas sportifs par la dureté des sports. Majoritairement, ces mangas mettent en scène des combats. Ces œuvres sont prépubliées dans divers magazines pour jeunes garçons, parfois rivaux, ce qui explique les différents pseudonymes de l'auteur. On peut par exemple citer Arisu Mudan sorti en 1963 ou encore Karate Bakaichi Dai sorti en 1971. Son premier gros succès fut Kyojin Nooshi dans l'univers du baseball, qui est de nos jours une référence dans le manga du sport. Célèbre pour la célèbre lancée de balle de Yuma Oshi et le doigt levé repris dans plusieurs mangas, il a été illustré par le mangaka Noboru Kawasaki, qui, d'après les dires des responsables du Shonen Magazine de l'époque, ne revenait pas de voir proposer un si beau scénario de la part de Kajiwara. Mais la popularité de Ikki Kajiwara devient d'autant plus grande grâce à son manga Ashita no Joe. Ashita no Joe nous narre les péripéties de Joe Yabuki, un orphelin de 15 ans vagabondant dans les doyas de Tokyo. C'est autour de ce fameux jeune homme que tout le récit va évoluer, mais on se rend rapidement compte que Joe est différent du héros de shonen habituel. En effet, loin de l'idole populaire, Joe est décrit comme un être vantard, égoïste, impulsif et bagarreur, n'hésitant pas à frapper des enfants et des personnes âgées. Le deuxième personnage rencontré est Tanjin Enpei, un vieillard alcoolique, ancien entraîneur de boxe, qui reconnaît en Joe toutes les aptitudes nécessaires pour être un boxeur professionnel. Il propose donc à Joe de faire équipe avec lui et de l'entraîner afin qu'il devienne un boxeur de talent. Mais malgré cela, Joe refuse en ne voyant qu'Enpei, un pitoyable ivrogne. Ceci est la première image que donne le personnage principal au lecteur, un être qui semble être doté d'aucune ambition, aucun altruisme, mais c'est pourtant lui qui va incarner l'histoire. Joe ne laisse personne indifférent, qu'il s'agisse de réactions de rejet ou bien de pure attraction. Son côté bagarreur et rebelle vont lui causer du tort. Il sera jugé puis conduit en maison de redressement. En vagabondant de ville en ville, Joe semble fuir et détester le monde qui l'entoure, tout en étant épris de liberté. C'est la raison pour laquelle, au début du manga, Joe rejette Tenpei. Il veut appartenir à personne, il veut garder sa liberté. Malgré une relation difficile entre Joe et Tenpei, l'ancien entraîneur va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse apprécier ce sport, même lorsque Joe se retrouvera en maison de correction. En effet, Joe recevra régulièrement des lettres de Tenpei pour qu'il puisse s'entraîner à boxer malgré sa situation. Le déplacement de Joe vers ce centre spécialisé et la boxe que lui enseigne Tanjin sont signes d'un nouveau départ pour notre protagoniste, qui le guideront vers un nouveau lendemain. Joe ne pratique pas la boxe pour une quelconque passion, c'est sa rencontre au centre avec le deuxième personnage clé de l'histoire, Toru Rikishi, un boxeur professionnel que Joe décida de vivre pour la boxe.
Le héros qui tentait de s'évader a connu sa défaite la plus humiliante qu'il ait connue. C'est ainsi que Joe trouve un véritable objectif, celui de vaincre Rikishi. Et pour cela, il devra redoubler d'efforts. Bien que la boxe soit au centre de l'œuvre, les intentions et les motivations de notre cher protagoniste ne se situent en aucun cas dans le cadre sportif. La boxe permet à Joe de s'exprimer, il retrouve sur le ring un sentiment de liberté, de se battre avec fureur contre son adversaire. Plus qu'un loisir, plus qu'une passion, la boxe donne à Joe une véritable raison de vivre et de prouver son existence dans ce monde. Ce sera le cas pour une grande partie des boxeurs qui figureront dans ce manga. Les personnages ont tous une raison de vivre, de gagner leur combat. Joe évoluera dans le monde de la boxe après sa sortie de la maison de correction, mais il reste un jeune garçon borné, capable des pires humiliations personnelles pour atteindre ses objectifs. Sa façon de boxer est dangereuse. Lorsque Joe se battait à l'occasion des tournois de boxe organisés par Yoko, on remarque que sa boxe était différente de celle des autres détenus. Considérons la boxe comme un divertissement. La boxe de Joe le mettra en danger tout au long de sa carrière. Il est prêt à se consumer entièrement pour vaincre Rikishi. Mais personne, même ses amis les plus proches, ne parviennent pas à lui faire entendre raison. Malgré une attitude insupportable de ce héros étrange, celui-ci montre sa capacité à dégager une énergie telle que son courage force le respect. Le lecteur se prend finalement d'affection pour le personnage principal. Comprenant ses motivations, il s'attache, s'identifie à Joe Ibuki. Le lecteur est témoin de ses efforts, de son ascension vers de meilleurs lendemains. Mais contrairement au parcours habituel du héros de shonen rempli d'espoir et d'avenir, Ashton Joe nous surprend en nous dévoilant des résultats ou développements assez inattendus. Dans un tel monde, la victoire n'est ici qu'une question de survie. Ikikajiwara s'inspire du Gekiga pour écrire ses histoires, histoire étant donc dotée d'une certaine dramaturgie. Le Gekiga est un dérivé du manga apparu à la fin des années 50, en opposition avec le story manga de l'école Tezuka. Ce courant se caractérise par un récit plus dur, tragique, souvent accompagné d'un dessin plus abouti. Au-delà de nous montrer la violence des combats ou celle des personnages, le protagoniste des mangas de l'auteur est témoin de scènes marquantes, tragiques, heurtant tout autant le héros que le lecteur. Des scènes clés ayant un impact sur l'évolution du personnage. Ashton Joe n'échappe pas à la règle. En plus de sa volonté en béton et du sang giclé sur le ring, Joe va assister, même parfois être l'élément déclencheur, de la fin de carrière de boxeur. Traduit par une mort spirituelle où le boxeur perd ses repères, hanté, se forçant d'oublier la boxe, un handicap ne lui permettant plus de remonter sur le ring, ou même la mort physique. Des thèmes tels que la dépression ou encore le traumatisme seront abordés dans l'œuvre. On peut noter l'influence de Gekiga sur l'œuvre d'Ikikajiwara et Tetsuya Chiba, notamment par son apport documentaire. En effet, le récit nous apparaît comme une peinture, un témoignage d'un Japon d'après-guerre assez méconnu. Les premiers volumes de la série ne s'attardent pas trop sur la boxe. Les aventures du personnage principal débutent dans les quartiers d'Edoya, quartiers défavorisés, nés dans les années 50 à une époque de reprise économique. Destiné au milieu modeste, ce lieu accueille des travailleurs précaires sans logement. Pourtant, les auteurs parviennent à retranscrire une certaine légèreté à travers les habitants d'Edoya. Les enfants seront présentés comme étant joyeux, ils ne perdent pas le moral bien qu'ils connaissent la faim et la pauvreté. Joe Yabuki, avec son ascension dans sa carrière de boxeur, va représenter un espoir pour les habitants de ces quartiers. Joe et Denpei possèdent un certain attachement à cette population et resteront au club Tenji, près du pont des larmes, bien que leur récompense après leur match leur permette de quitter ces lieux. Précisons que le contraste entre les bidonvilles et les quartiers riches avec le luxueux club Shiraki se présentait tout au long du manga. On peut également relever l'opposition entre les enfants issus de classes aisées et les groupes de jeunes issus de classes moyennes, participant à des mouvements mafieux. On peut noter le monde médiatique ayant une place importante dans l'histoire. C'est par le biais de la presse que s'organise les combats de Joe avec ses adversaires. La presse est ici critiquée, toujours à la recherche d'une nouvelle exclusivité et de scandales, afin de satisfaire une masse égocentrique. A l'inverse des habitants d'Edoya, le public est égoïste. Il est assoiffé par l'envie de violence, et est uniquement présent pour assister au point meurtrier de Joe. Il n'hésite pas à montrer son mécontentement face à l'inattendu et l'incompréhension de certains matchs. Contrairement au public, le lecteur se trouve de l'autre côté des cordes et assiste lui à un combat psychologique qui peut déchiffrer. En plus du ressenti des personnages, les mangaka nous font part du monde de la boxe. On assiste aux entraînements rudes et infernaux, au développement de nouvelles tactiques, aux arrangements financiers et aux organisations de matchs pour mettre fin à la carrière du héros. Il est évident que le scénario, la fascination qu'a le lecteur pour Joe et la peinture sociale que nous offrent Kajiwara et Chiba sont des facteurs responsables du succès de l'œuvre, mais également de son influence.
Durant les années 60, le Japon connaît un renouveau de pratiques culturelles étroitement liées à l'urbanisation de la population qui ne cesse de s'amplifier. Les jeunes travailleurs qui vivent désormais en ville connaissent une rupture avec leur mode de vie antérieur, avec la difficulté de se loger et la rudesse du travail. Mais ils peuvent maintenant commencer à consommer de nombreux produits que leur offre cette nouvelle société. C'est l'apparition de la société de consommation et du manga de masse. C'est à cette époque que le manga connaît un changement radical, lié au changement de mode de consommation, le passage du système de prêt au système de magazine hebdomadaire. Le Weekly Shonen Magazine, édité par Kodansha, et le Weekly Shonen Sunday par Shogakukan, naissent à la toute fin des années 50. Depuis les années 60, une guerre fait rage entre ces deux jumeaux rivaux cherchant à occuper la première place du marché. La concurrence est rude. Le Shonen Sunday, avec des mangaka influents comme Osamu Tezuka ou le roi du gag manga Fujio Akazuka, voit son succès exploser. Mais le Shonen Magazine réussit tout de même à remonter la pente grâce à des mangaka tels que Nobuo Kawasaki ou Tetsuya Chiba et d'autres mangaka pour rivaliser avec ceux du Shonen Sunday. Le Shonen Magazine met en place une stratégie éditoriale lui permettant d'atteindre la première place, qui consiste à confier des mangas plutôt longs, plus sombres voire psychologiques, à des couples scénaristes et dessinateurs. Cela permettra de gagner en productivité avec des mangas aboutis tout autant au niveau du fond que de la forme. Le succès du magazine est dû en grande partie à l'immense popularité de ces mangas, comme nous le témoigne une chute des ventes en 1971 liée à la fin de Kushinoshi et à la pause de Ashita no Joe causée par l'indisponibilité du dessinateur malade. Ashita no Joe s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires, et le parcours de Joe Ebuki s'est dû à la jeunesse japonaise. La génération Baby Boom sont les premiers à avoir grandi avec le manga comme phénomène de société, et donc les premiers à en lire une fois jeune adulte. Des éditeurs et mangaka s'adaptent à ce lectorat en proposant des histoires plus dures et sombres, et interpellent la jeunesse japonaise avec des héros rebelles luttant contre des injustices sociales. Joe Ebuki ne tardera pas à devenir, en tant que symbole de l'ascension d'un individu issu d'une classe sociale opprimée et oubliée, le modèle de nombreux mouvements étudiants et de partis d'extrême gauche, qui n'hésiteront pas à se réapproprier son image. La popularité du manga est si importante que, après la mort d'un personnage, un fait unique dans l'histoire du manga s'ensuit. Plus de 700 lecteurs de la série se sont rendus devant le siège de la maison d'édition de Kodansha afin de participer à une cérémonie funéraire célébrant la mémoire du personnage mort. Celui-ci, d'après une oraison funèbre lue par le poète et cinéaste de la nouvelle vague japonaise Shuji Terayama, a vécu jusqu'à la limite de ses forces, avant de disparaître comme un rayon de lune. À ce moment du manga, Joe Ebuki est marqué par un immense désespoir, une profonde perte de repères, et se questionne sur la poursuite de sa carrière de boxeur. Pour les lecteurs, le manga touche à sa fin, il ne peut y avoir une potentielle suite à l'histoire. Ces funérailles montrent le grand attachement que portent les lecteurs pour ces combattants, mais la grande popularité du manga ira en défaveur de celui-ci. La reconduction du traité ANPO en 1970 et la démobilisation étudiante aura pour conséquence la fin de grands mouvements étudiants qui étaient principalement anti-impérialistes et révolutionnaires. Mais à ce moment naît une nouvelle faction, l'armée rouge japonaise, qui se caractérise par le choix de la stratégie de la violence armée et du terrorisme. Parmi eux, Takamaro Tamiya, un adulateur de Joe Ebuki. Peu de temps après les funérailles, le 31 mars 1970, pendant la guerre du Vietnam, l'organisation détourne l'avion Yodo vers la Corée du Nord pour protester contre le rôle du gouvernement japonais dans l'aide fournie à l'armée américaine. Les preneurs d'otages auraient publié un communiqué où ils signent « Nous sommes le Joe de demain ». Sous-entendu, nous sommes votre héros, nous sommes l'avenir. Ces groupes utilisent des références culturelles de la génération rebelle pour les interpeller et les pousser à se relever, tout comme pousser Joe à remonter sur le ring. Il ne l'avait peut-être pas remarqué, mais lorsque lieu le détournement, la deuxième partie d'Ashita no Joe commençait d'être publiée dans le Shonen Magazine à la demande de Tetsuya Chiba. Ashita no Joe, considéré comme obscène par les associations de familles et compagnes anti-Gekiga, subit des pressions des autorités japonaises jusqu'en mai 1973. Mais le manga finit tout de même avec une fin tout aussi magnifique qu'anecdotique. Pour Ikki Kajiwara, le meilleur support en ces années 70 était la bande dessinée, et non le roman ou l'essai, car selon lui, les procédés graphiques utilisés permettent en une seule case de concentrer l'expression des corps et celle des sentiments. Ainsi, le talent du dessinateur Tetsuya Chiba semble avoir été l'une des principales clés du succès de l'œuvre. Bien qu'il soit connu pour son manga Ashita no Joe, Tetsuya Chiba ne cache pas sa préférence pour les histoires plus douces et sans violence. Il commence d'ailleurs sa carrière par du shoujo dans les années 50, avec Mama no Baiyorin pour le Shoujo Club de Kodansha, sorti en 1958. Mais le dessinateur ne tardera pas à se diriger vers le shonen dès 1961, avec Chika no Makyu, un an avant de remporter le Kodansha Juvenile Comics Award pour Ichi-Nissan Toyon Goroku. L'auteur se fera connaître par la suite pour de nombreux autres titres, mais c'est Ashita no Joe qui propulsera le mangaka. Tetsuya Chiba ne semblait pas être emballé par l'idée de représenter des personnages recouverts de sang, et avoue avoir toujours tenté de fuir l'idée d'en dessiner. Mais il décide de se faire violence et de passer outre son dégoût en collaborant avec Ikki Kajiwara. Heureusement, puisqu'il participera au développement d'un esthétisme au sein du manga, et sera reconnu encore aujourd'hui en tant qu'auteur phare des années 60, début 70.
Dans Ashita no Joe, Tetsuya Chiba semble obtenir une grande importance pour l'environnement des personnages et un sens du détail. Il représente souvent les scènes de foule avec multiples visages, ainsi que diverses atmosphères avec le quartier d'Edoya, mais aussi les discothèques et interventions de la presse. Le manga que l'on pourrait qualifier d'old school reste percutant et possède un charme propre aux créations de cette époque. Ce style permet de renforcer certains traits des personnages tout en adoptant un équilibre permettant de produire des planches à grand réalisme. Les personnages bénéficient chacun de détails et de caractéristiques propres, mais lorsqu'on pense à Tetsuya Chiba et son manga Ashita no Joe, c'est avant tous ces combats qui nous viennent à l'esprit. Ayant vécu sa jeunesse en Corée puis en Mandchourie, il retournera de force au Japon en 1945. À cette époque d'occupation américaine, les productions cinématographiques sont contrôlées, ce qui favorise la diffusion de films américains, dont ceux sur le thème de la boxe. Des auteurs comme Tetsuya Chiba vivront à cette période et s'inspireront par la suite de ce thème dans les années 60, lorsque le Japon connaîtra ses premières grandes victoires. C'est par l'influence de ce contexte sportif et l'esthétique américain que le dessinateur tentera de représenter la violence de ce sport à travers les cases. Et le mangaka le fait admirablement bien, et cela grâce à divers procédés, que l'on pourrait considérer banaux de nos jours. Tout d'abord, la mise en case est plus variée lors des combats, ainsi que le cadrage avec les vues en plongée ou contre-plongée. Une page représente des enchaînements de coups, chaque case un nouvel impact et angle de vue. L'abondance des lignes de vitesse ainsi que les bras des combattants qui semblent s'allonger renforce la force des coups ainsi que leur impact. L'auteur nous émerveille notamment par les découpages ingénieux et ses magnifiques doubles pages qui se focalisent sur les visages gonflés et les giclées de sang. Les adversaires paraissent à chaque moment proches du précipice, et cette dangerosité est mise en valeur par les corps couverts de sang et de blessures. Le trait de Chiba, par l'utilisation des ombrages, retranscrit bien tout autant la peur sur le visage du personnage principal que la maigreur de Rikishi, due à ses entraînements infernaux. Ainsi, le mangaka semble faire partie des auteurs qui ont fondé les bases de la représentation du combat de boxe, ou même du combat au corps à corps en général. Par la suite, plusieurs auteurs se sont inspirés et ont proposé de nouveaux procédés pour retranscrire le dynamisme des combats et les ressentis des personnages. Ike Kajiwara nous fait part dans son œuvre des réalités sociales, en contraste avec le succès des rencontres sportives, avec un personnage voulant à tout prix s'en sortir. Il serait idiot de considérer Ashita no Joe comme le seul pionnier de son époque, en son genre. Mais on ne peut pas nier son influence et son immense héritage. Le manga connut une première adaptation en dessin animé en 1970, puis une seconde en 1980, tous deux signés Osamu Dezaki, dont sa réalisation est connue pour ses Memories postcards accentuant l'intensité des scènes des séries, dont une bien connue concernant Joe qui a été repris dans plusieurs animés. D'ailleurs, bien que le manga ait perdu en popularité, il continue encore aujourd'hui à rayonner à travers divers clins d'œil, dans divers médias. On pense bien évidemment au fameux cross-connecteur de Joe, ou encore au Tatsuna Joe prononcé par Denpei. Si vous suivez l'actualité animée de cette année, vous n'avez pas pu passer à côté de Megalobox, animé en 12 épisodes en hommage à Ashita no Joe, qui fêta ses 50 ans le 1er janvier 2018. Ainsi, 50 ans après, Ashita no Joe reste ancré dans notre imaginaire, et dans le manga des générations qui lui succèdent. Il a su rentrer dans le panthéon des mangas cultes. Le style de dessin très old school de Tetsuya Chiba peut rebuter certains lecteurs, mais une fois cette étape franchie, vous plongerez sans problème dans la lecture de cette œuvre en découvrant le parcours de Joe Ibuki et ses relations avec Rikishi, un mélange d'amitié et de rivalité. Divers mangas durant cette vidéo ont été cités ou montrés afin d'illustrer le paysage du shonen Negetsu de l'époque, mais peu d'entre elles sont parues en France, ce qui fait d'Ashita no Joe une lecture indispensable si l'on veut se pencher sur le shonen de cette époque.